Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01, merci de votre fidélité ce soir. Nous serons accompagnés de Rivo Malalara Kotonravelo, le secrétaire général du SNUPP Mayotte, reviendront avec nous sur l'actualité. Bonsoir. Bonsoir. Ce sera juste après les titres de la journée. La commune de Mtsangamouji s'enlise dans la crise. Cela fait quelques jours que les administrés crient leur colère. De nombreuses femmes sont arrivées aujourd'hui avec des planches et des marteaux pour bloquer l'hôtel de ville de Mtsangamouji. Journée marathon pour le président du conseil général. Les signatures se sont enchaînées à l'hémicycle Nusa Bamana. Daniel Zaidani a reçu le directeur de l'AFD, les représentants de l'ONF ainsi que de nombreuses entrepreneuses qui ont bénéficié d'aides directes au cours de l'année. Bijoutier plus qu'un métier, c'est un art qui demande beaucoup de concentration et de précision. Voilà ce que nous explique Andilani Issouf. Il est bijoutier depuis maintenant 10 ans. Malheureusement, c'est un métier qui est appelé à disparaître tant les jeunes ne s'intéressent plus à cette pratique. Mais avant de développer ces titres, voici l'image insolite du jour. Ça s'est déroulé en fin d'après-midi aux alentours de 17 h au Conseil général. Un Conseil général quadrillé par les forces de l'ordre. Les faits se sont donc déroulés en fin d'après-midi. 4 jeunes éleveurs ont pénétré dans l'hémicycle. Ils se sont rapprochés du président et lui ont déversé des excréments de zébus. Ils sont en colère, estimant que les autorités locales ne sont pas suffisamment à l'écoute des agriculteurs. Ils avaient prévenu qu'une opération coup de poing serait prévue. Les 4 exploitants ont été interpellés avant d'être conduits au commissariat. Le président du conseil général qui a indiqué qu'une plainte serait déposée. Il semblerait que ce soit donc 4 litres d'excréments de zébus qui étaient déversés au président du conseil général. Pourtant, la journée avait bien commencé, puisque en début d'après-midi, le président du conseil général avait reçu l'agence l'AFD donc afin de signer une convention. L'AFD qui a accordé 4 millions d'euros au conseil général. Après un équilibre durement acquis, l'Agence française de développement a donc enfin accepté d'accorder ce prêt au conseil général. Il aura fallu 3 ans pour cette signature. Regardez plutôt. 4 millions d'euros inscrits au budget 2014 en recettes d'investissement. Voilà la teneur de la convention signée cet après-midi entre l'AFD et le Conseil général. Une somme empruntée à un taux bonifié qui va servir principalement aux études qui vont être réalisées en vue de la construction du pont qui relierait la Petite à la Grande Terre. C'est un projet considéré comme structurant, c'est un projet qui créera de l'emploi et c'est un projet qui bien évidemment rendra plus simple la vie économique entre la Petite Terre et la Grande Terre. Donc bien évidemment pour nous ce sera avec beaucoup de satisfaction que nous pourrons compter également sur l'AFD dans le cadre de ce projet de partenariat. Autre dossier traité dans la foulée, la convention cadre associant le département et l'Office national des forêts. À l'ordre du jour, la gestion durable du domaine forestier départemental. La convention lie les 2 institutions pour une durée de 7 ans. Elle permettra de définir des objectifs précis dans le cadre de la réglementation et de la gestion des propriétés notamment. On a une vraie synergie des services forestiers à la fois du département et de l'ONF pour mener des études ou de la surveillance des forêts publiques. Et donc on va travailler vraiment ensemble pour s'échanger les données et aussi travailler sur le terrain en synergie. Enfin, les femmes ont été reçues. Il s'agit de gérantes de petites doukas, de mamans Brochelsi et autres commerçantes et entrepreneuses. Entre 2014 et 2015, 10 millions d'euros sont consacrés aux aides à l'initiative des femmes sous forme d'aides directes. Toutes ces femmes qui ont été aidées ont donc également été invitées pour la signature de leur convention. 2015 s'annonce donc définitivement comme l'année de la relance pour le Conseil général. 300 personnes radiées des listes électorales sous prétexte qu'elles sont clairement identifiées UMP. Voilà
Les accusations lancées par les habitants de Mtsangamouji qui ont décidé de bloquer la mairie ce matin. Ils réclament que leurs proches soient réintégrés sur ces fameuses listes. Les images sont signées Abbas Salidi. Elles sont en colère et veulent le faire savoir. Depuis ce matin, les outils sont de sortie. Les habitantes de Mtsangamouji crient à l'injustice et demandent réparation. Pour elles, la découverte de ces radiations à 2 mois des élections départementales sont un complot. Elles indiquent que toutes les personnes qui ne peuvent plus voter par procuration sont étiquetées UMP. C'est avec donc beaucoup de détermination qu'elles ont bloqué la mairie. La police municipale est sur place et regarde les allées et venues des habitantes. Et là, on est en train de fermer la mairie jusqu'à le 27 qui prennent leur décision. Soit ils acceptent, tout le monde vote par procuration, soit tout le monde ne vote pas par procuration. C'est ça qu'on demande ici. Parce que c'est pas normal qu'ils ont tout supprimé d'un autre côté et l'autre côté, ils n'ont même pas touché. Et leur raison, oui, ça vient d'ailleurs. Et il y a des listes qu'ils ont même supprimées à la mairie même, quoi. Donc, on n'est pas d'accord pour ça. Les campagnes électorales ont d'ores et déjà débuté dans les faits et les tensions se font chaque jour un peu plus connaître. Il conviendra toutefois de noter que les maires ne sont pas directement responsables de ces situations. Les listes sont à chaque échéance revues en commission tripartite réunissant les maires, le président du tribunal de grande instance et le préfet. Mais cela, les habitants ne veulent pas l'entendre. Toutes les personnes qui sont venues regarder ont remarqué que leurs enfants n'étaient plus là. Même les personnes qui ne sont pas parties en voyage et sont encore ici ne sont plus sur les listes de procuration. Ils ont été effacés. Nous ne l'accepterons pas. Soit nous votons tous par procuration, soit nous ne votons pas. Contactée, la mairie de Mtsangamouji ne s'est pas exprimée sur la question. Les administrés, elles, ont été claires. Tant que la situation ne serait pas comme elles l'espèrent, elles continueront à bloquer le bâtiment. Et le maire de la commune de Mtsangamouji qui a donc indiqué ne pas comprendre la raison de ce nouveau blocage puisqu'une réunion a eu lieu lundi et qu'il avait indiqué que des solutions seraient trouvées rapidement afin de mettre au clair la situation. Dans l'actualité également, ce rendez-vous attendu, nous vous l'annoncions dans notre édition de mardi, Danel a saisi le tribunal administratif pour le rejet de son projet concernant la construction des futurs locaux de la CSSM, de la CAF ainsi que de l'ARS. Dans cette affaire, Idanel dénonce un problème d'équité et des vices dans la forme légale. L'audience a eu lieu cet après-midi, mais aucune décision n'a encore été rendue. En effet, le dossier est plutôt complexe et la compétence du tribunal administratif reste encore approuvée sur place. Camille Leca nous livre les dernières informations. Code des marchés publics ou code civil ? C'est la question sur laquelle il faut trancher dans l'affaire qui oppose le groupe NEL à la coalition CSSM, CAF, ARS et CBO. Devant le président du tribunal administratif, l'avocat de Madame NEL accuse l'appel à projet lancé par la CSSM d'être un marché public déguisé. Face à lui, les avocats des 3 institutions publiques et celui du promoteur réunionnais répliquent. Selon eux, l'appel à projet relève du droit privé et l'affaire, bien qu'infondée, ne peut pas être jugée par la juridiction administrative. Une hypothèse à laquelle la chef d'entreprise s'était préparée. Nous, on a pris l'avant, on va poser, la signer aussi dans le tribunal de commerce, le tribunal de grande instance, je ne sais pas si c'est commerce, mais enfin dans le tribunal de grande instance, plutôt là, pour être assuré, parce que c'est vrai, c'est justement sur l'appréciation des juges. À l'issue de l'audience, si le rejet est requis par les avocats de la CCSM-CAF, de l'ARS et de CBO, aucune décision ne sera rendue par le président. Pour la direction de la CSSM, à l'initiative de l'appel à projet, le contentieux n'a pas lieu d'être. Le choix a été fait selon des critères justes et simples. Donc je resterai très prudent sur ce sujet-là, mais c'est vrai que le projet CBO présente des qualités indéniables
en termes d'adaptation de prix, etc. Donc, ils étaient moins chers, tout simplement? Ils sont moins chers, ils sont plus... voilà, l'offre est mieux, plus intéressante pour nous. Nous rappelons que c'est quand même de l'argent public. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut. Rappelons que le projet concerne la construction des nouveaux locaux de la CSSM, de la CAF et de l'ARS. Mais si la candidature de CBO a été retenue ici à Mayotte, il faut encore qu'elle soit validée par la Direction nationale de la sécurité sociale. Le tribunal administratif rendra lui sa décision d'ici 2 semaines au plus tard. Politique maintenant, alors que les candidats du PS se font discrets sur le territoire, ceux de l'UMP sont aujourd'hui quasi tous investis. Sur les 13 cantons présentés, il ne reste que les investitures de Dzaoudi Labatoire et Pamandi à officialiser par le parti, et ce sera fait d'ici lundi. S'il y a eu un début de polémique concernant les candidatures de Chirongui et de Sada, Didi Andilani, chargé de mission de l'UMP Mayotte, a tenu à tirer les choses au clair ce matin. Écoutez-le. Tout ce qui arrive après, c'est des dissidents. On est en démocratie, je ne peux pas empêcher les gens de se porter candidat, mais il y a des principes dans ce parti. Il y a un minimum de respect des règles. Moi, je suis le garant des statuts de l'UMP et de la fédération au niveau de Mayotte. Il y a eu un principe qui a été adopté par l'ensemble des membres du bureau élargi et des cadres du parti pour désigner de façon homogène sur l'ensemble des 13 cantons les candidats. On a désigné les candidats, le principe simple a été retenu, on respecte, on valide le choix de chaque canton. Voilà donc les cantonales qui n'ont pas fini de faire parler d'elles. Impossible pour le moment de joindre toutes les personnalités politiques inscrites à gauche. Nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler. Pendant ce temps, nous allons du côté de Tsangamouji où une initiative est mise en place. Il s'agit de sensibiliser les élèves au tri sélectif. Roubouinti, stagiaire en BTS économie sociale et familiale, est à l'origine de ce projet. Un projet destiné aux élèves de l'école primaire de M. Soufou Amada. Le dossier est suivi par l'association de l'insertion socio-professionnelle de la commune. Le tri est récent à Mayotte et afin d'éduquer les futures générations, eh bien, ça passe tout simplement par les plus jeunes. Regardez ce reportage de Shakila Issouf, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Les gestes restent hésitants, mais cette classe semble assimiler toutes les familles de déchets. Les bacs qui correspondent à chaque type de déchets, pas de meilleur ambassadeur que les élèves de primaire qui pourront plus facilement transmettre l'information à leurs parents et petits camarades. La brique de lait, où est-ce qu'on la met? Dans l'ordure ménagère. D'accord. Les biscuits en carton. Les cartons de biscuits, on les met où? Voilà. Grâce aux publicités diffusées sur les chaînes de télé, ces élèves sont plutôt à l'aise dans ces ateliers de sensibilisation au tri sélectif. Ainsi, les élèves sont les premiers à être concernés par les déchets car ils sont les premiers générateurs de ces ordures. C'est ce que Roubouinti a pu constater. Alors tout d'abord, j'ai fait une enquête là-dessus. Donc j'ai vu que ce sont des élèves qui en avaient le plus besoin. Après, il y a vu à la récréation, ils mangent des goûters et tout. Donc ils génèrent plus de déchets. Donc c'est justement une occasion pour eux de mettre ces déchets-là dans les trios qui se trouvent juste en face de leur école. Ordures ménagères, mettre les déchets dans les bonnes corbeilles, mettre les emballages en métal dans la poubelle bleue, les emballages plastiques dans la jaune et les bouteilles en verre dans la poubelle vert. Par code de couleur, de type de déchets, l'ensemble de cette classe a appris comment faire le tri sélectif. Ils ont aujourd'hui hâte de dire cela à leurs parents dès qu'ils seront rentrés à la maison. Rivo Malala, raconte-nous, il ne se passe pas que des mauvaises choses dans les classes mahoraises, on l'a vu. Vous voyez dans quelles conditions les enfants ils sont accueillis, sur des tables bancs en bois. Il me semble que c'est plus conseillé. On parlait de l'initiative. Oui, bien entendu. Effectivement,
c'est les premiers lieux où on devrait faire passer le message. La stagiaire et surtout et également le collègue ont, je pense, pris la bonne initiative. Maintenant, si ça pouvait se faire dans de meilleures conditions, pourquoi pas? Vous êtes parti donc à Paris pour défendre la cause de la non-application des rythmes scolaires pour le moment. Vous êtes revenu hier. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que ce dossier avance concernant Mayotte? Régulièrement, quand on a nos déplacements à Paris, on en profite pour essayer de faire glisser, passer nos messages. Nous avons saisi donc cette opportunité-là pour les histoires des constructions scolaires et des rythmes scolaires. Alors, moi, si j'ai bien compris la situation, à Mayotte, le préfet avait indiqué d'ailleurs sur votre chaîne qu'il était possible d'adapter la situation par rapport au rythme scolaire. Quand on était à l'éducation nationale, au ministère de l'éducation nationale, le directeur de cabinet adjoint à la ministre, M. Bernard Lejeune, ne nous a pas semblé être opposé à des éventuelles adaptations. Et comment se fait-il qu'à Mayotte, dans plusieurs écoles, au moins une trentaine d'écoles, les rotations sont appliquées dans des écoles où il y a des les rythmes scolaires sont appliqués dans des écoles où il y a la rotation, alors que la vice-rectrice elle-même nous avait accordé qu'il n'y aura pas de rythme dans les écoles en rotation. Donc nous, on ne comprend plus ce double langage. Soit les informations ne remontent pas convenablement chez le préfet et à l'éducation nationale, soit il y a des gens qui se prennent pour Dieu le chef. Mais Rivo, il faut bien que ces enfants aillent à l'école à un moment aussi. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il ne faut pas que les enfants aillent à l'école. Mais nous disons qu'il y a un dispositif peut-être national qui ne peut pas être mis en place en l'état puisque les conditions ne sont pas réunies. On n'est pas là pour dire qu'on ne veut pas de rythme scolaire. On dit qu'il faut s'adapter aux réalités locales. Réalité locale, c'est quoi? C'est qu'il manque au moins 500 salles de classe. Il y a des rotations. Le dossier est en train d'avancer. On a rappelé donc en tout cas, en train ne veut pas dire achevé, réglé. D'accord? Donc on attend bien voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va arriver pour effectivement pouvoir dire que ça s'applique. Mais il y a aussi l'autre problème. L'autre problème, c'est les écoles où effectivement il n'y a pas de problème de rotation. Avec la vice-rectrice, au mois de septembre, on s'était mis d'accord qu'elle nous avait accordé en tout cas un dispositif dérogatoire sur 5 matinées de 4 heures et 2 après-midi de 2 heures. Il y a une seule école qu'elle avait validée, c'est à Bouigny maternelle. D'autres écoles, notamment à Mzouazia, avaient souhaité le même dispositif. Ils l'ont refusé. Alors que d'autres collègues aussi qui appliquent ces rythmes, et c'est des écoles, des collègues qui n'ont pas de rotation, des écoles qui n'ont pas de rotation, qui souhaiteraient appliquer ce même dispositif dérogatoire, c'est refusé par la vice-rectrice. Donc moi, je ne peux pas comprendre pourquoi, quand on nous dit qu'on va adapter, et en retour, en fait, on nous impose un dispositif qui, fatalement, aura des conséquences néfastes. À vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a que du négatif. Pourtant, on ne peut pas nier le fait qu'on revienne de loin, qu'il y a quand même des mesures qui ont été prises, qu'il y a des fonds qui sont débloqués et que le chantier suit son cours. Les enfants là, ce ne sont pas des fonds. Vous comprenez? Ces enfants-là, en tout cas les collègues, quand ils sont en classe les après-midi, ils nous alertent sur une situation. Les après-midi, il n'y a pas d'enseignement. Les enfants ne sont ni réceptifs ni attentifs. Donc, si c'est pour accueillir des élèves les après-midi et que pendant 2 heures ou 3 heures de temps, il ne se passe rien du tout, après, n'allez pas dire aux collègues qu'ils n'ont rien foutu. Ça ne sert à rien de les enseigner dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que nous avons proposé... on ne refuse pas des rythmes, on demande seulement à ce que les après-midi, il n'y en ait pas beaucoup, et on le tienne sur 2 heures. 2 heures de temps les après-midi, 2 fois par semaine. Ce n'est pas un refus de rythme, ce n'est pas un refus de ne pas enseigner les après-midi, c'est essayer d'être un peu plus efficace. Aujourd'hui, on a vu que le SNUPP, depuis quelques semaines, mène beaucoup d'actions sur le terrain. Quels sont les retours que vous avez par rapport à ça? Vous étiez au nord, au sud, justement, peut-être pour aller à la rencontre de ces instituteurs, de ces parents d'élèves? Je pense qu'on est régulièrement sur le terrain depuis le début de l'année et nous avons toujours les mêmes retours.
le problème, c'est que malgré tout ça, malgré toutes les alertes que nous formulons, j'ai encore entendu la vice-rectrice la semaine dernière dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui conseille notre vice-rectrice. En tout cas, il faudrait qu'elle commence à écouter véritablement les collègues. En tout état de cause, nous sommes représentatifs, nous représentons à peu près 68% des collègues et je pense qu'ils ne nous racontent pas des bêtises. Le SNUPP pourrait envisager une opération coup de poing au jour d'aujourd'hui? Là, je pense que ça a des relations avec d'autres situations, je ne sais pas. Pour se faire entendre. Le 3 février, il y a un mouvement de grève national que nous relayerons, bien entendu. Mais ce ne sont pas les mêmes revendications, que ce soit au niveau national et au niveau local? Au niveau national, comment l'appel national concerne les conditions de travail, les moyens, concerne les salaires. Eh bien, nous avons nos problèmes locaux, qui concernent un peu, qui ont attrait à ces points-là et que nous allons relayer. Donc ce sera une journée à l'initiative du national. Au niveau national, c'est la FSU. Donc ça veut dire que pour le moment, au niveau local, rien n'est envisagé pour... Le SNUPP a déjà commencé à relayer l'information et nous allons bien entendu, dès la semaine prochaine, amplifier la mobilisation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le dialogue est interrompu entre le vice-rectorat et les syndicats? Nous ne sommes pas en mouvement de grève, donc je ne pense pas qu'il y ait... Il n'y a pas besoin d'être en grève pour avoir de dialogue. Il n'y a pas de problème de dialogue. En tout cas, nous avons toujours démontré qu'on sait dialoguer, qu'on sait discuter, mais encore faut-il vouloir écouter, entendre et également comprendre. Donc voilà, en tout cas, le dialogue, semble-t-il, est toujours maintenu, même s'il n'y a pas de mouvement de grève. Mouvement de grève qui, lui, sera prévu pour le mois de février. Merci beaucoup, Rivo Malalara, Contolavelo, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, eh bien, il est tout simplement l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal. Manuel Valls a dévoilé hier son plan pour lutter contre le terrorisme. 1400 emplois doivent être créés au ministère de l'Intérieur, dont 1100 seront affectés aux unités de renseignement. Le plan prévoit 425 millions d'euros de crédits pour l'achat d'armes et de matériel. Et l'outre-mer ne sera pas oublié. À Mayotte, une dizaine de nouveaux agents affectés au renseignement devraient être recrutés. Retour sur l'affaire opposant l'ancien directeur adjoint du CNFPT, Djanfar Abbas Abdou, et son employeur. Les faits avaient débuté en 2005 lorsque Djanfar avait intégré les rangs du Conseil général avant d'être mis à disposition du CNFPT. Il n'était pas reconduit à son poste en 2012. L'homme avait fait appel de la décision devant le tribunal administratif qui avait ordonné la réintégration de l'agent. Une décision jamais appliquée malgré une nouvelle décision similaire 2 ans plus tard. Le 3 octobre, un énième jugement ordonnait sa réintégration, mais toujours rien. Aujourd'hui, on apprend que le CNFPT a convoqué Djanfar à un entretien préalable au licenciement le 23 janvier prochain. Parmi les nouveautés au menu des élections départementales, les plafonds de dépenses qui ne sont plus les mêmes. Ils ont augmenté par rapport à 2008 car les cantons ne se limitent plus au périmètre des communes. Un accroissement qui permettra de hausser les plafonds de dépenses. Le calcul est simple, il s'agit de multiplier le nombre d'habitants par un coefficient déjà déterminé par la loi. Par exemple, le canton de Bandjabois a un plafond de dépenses de campagne qui s'élève à 10 558 €. Celui de Koungou 1 se monte à 10 454 € et 0,7 centimes et celui de Sada 12 665 € 42 centimes. Plein phare maintenant dans ce journal sur un métier en voie de disparition sur le territoire, le métier de bijoutier. Les ateliers se font de plus en plus rares et la clientèle achète souvent de manière périodique. Andilani Issouf exerce ce métier à Mamoudzou depuis maintenant 10 ans. Assinia Moussa, Shakila Issouf et Leslie Vimenet sont partis à sa rencontre. Assembler, coller, redorer, cela prend un temps fou avant de créer ces belles parures. C'est une passion pour Andilani qui, après avoir quitté les bancs de l'école, s'est orientée dans ce métier de bijoutier. C'est fondé comme on a choisi 87 à peu près 90 comme ça. Ouais.
tsirumi environ ya maha 1000 babo lerende na jafundi nekawa mona shuni kile vira ula talier donc au fundi wa yo contrôle itska mona shuni tsirumi environ maha miraro babo lerele tsiro fundi donc au fundi wangu abandonné alishi mana mazale mewa wamdina renga Ilang, raisin et fleurs en tout genre, il garde dans son bouc toutes les créations qu'il a pu réaliser. Car rien n'est trop beau pour les femmes maoraises. Des dames qui dépensent parfois sans compter. Période de fête, mariage, elles sont prêtes à tout pour être parées de ces colliers, bracelets et bagues. La période idéale selon ce vendeur pour se faire de l'argent. Que ce soit ce que za wakati harusi maana watu kweli watu pushia waja stars komandi kaida buya wao waswafanyia pia stroeta hao wale wawaskarsina wasuji yani wasuji vwa uzuri maana ndo asija normalement waja pia waja komande watu baba wakati kama mtu baba ja komande au mtu mshire ja komande wasu mazi pia famille waja vanja zi komande dhahabu. Un travail de longue haleine qui se perd au fil des années. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent de plus en plus les bureaux aux ateliers. Et voilà donc pour l'actualité de la journée. Avant de se quitter, on rappelle donc cette information, cette plainte déposée par le président du Conseil général après cette agression, il faut le dire, du côté de l'hémicycle. Younoussa Bamana, les forces de l'ordre qui sont rapidement arrivées, 4 agriculteurs sont arrivés et ont donc déversé des excréments sur la personne du président du Conseil général, Daniel Zaidani. Impossible de rentrer à l'intérieur du Conseil général. La police scientifique serait même arrivée sur place. Nous en reparlerons dès demain puisque les agriculteurs sont en colère, ils veulent se faire entendre et d'autres opérations pourraient être envisagées dans les prochains jours. Nous y reviendrons. En attendant, dans quelques instants, restez avec nous puisque Ornella Perrine nous présentera les prévisions météo de demain, suivi du journal un peu plus tard, mais ce sera également l'occasion de voir le temps de parole dans quelques instants. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Émérance et Alphonse. Sachez que Salvatore Dali est décédé un 23 janvier 1989, peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan. Il aurait émis cette phrase: les erreurs ont presque toujours un caractère sacré. N'essayez jamais de les corriger. Excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.